Et pourtant, il est aujourd'hui un scénario de travail sérieux pour de nombreux territoires. La question n'est donc plus de savoir si cela arrivera, mais comment nos villes et nos bâtiments et nos sociétés y feront face. Le dérèglement climatique ne modifie pas seulement les températures, il change les usages, les priorités, les arbitrages et surtout, il met à l'épreuve notre capacité collective à protéger les plus vulnérables. Pendant longtemps, vous le savez, le bâtiment s'est structuré autour de la performance énergétique et du carbone. Aujourd'hui, nous savons construire bas carbone, mais sommes-nous capables de concevoir des bâtiments et des espaces urbains habitables à 45 ou 50 degrés? La chaleur extrême nous oblige à déplacer le regard vers le confort réel, la santé publique, la justice sociale et la gestion de crise. Le dernier baromètre Qualitel l'a démontré, l'aléa climatique est l'angle mort du logement. 86% des personnes interrogées par Ipsos ont déjà été au moins confrontées dans leur logement à un aléa climatique, avec ou sans dégâts matériels. La canicule est le phénomène le plus mentionné. 2/3 des Français de cette étude ont souffert de la chaleur et nous ne sommes pas encore aux températures prédites. La question de la responsabilité aussi est désormais sur la table. Le tribunal de La Haye a ainsi, ce 28 janvier, donc c'est assez récent, sommé les Pays-Bas de mieux protéger l'île caribéenne de Bonaire contre le changement climatique. Au cœur de ce jugement qualifié d'historique, il a été établi que l'État néerlandais traitait différemment les habitants de ce territoire d'outre-mer et lui donne 4 ans pour préparer un plan d'adaptation aux effets du dérèglement du climat. La ville à 50 degrés, ce n'est pas un sujet technique parmi les autres. C'est un sujet profondément politique, culturel et humain. Et c'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble aujourd'hui. Comment concevoir, adapter et habiter nos villes quand le climat devient une contrainte majeure et permanente. Pour en parler, merci d'accueillir Alexandra Lebert. Je vous en prie, montez sur scène. Directrice domaine d'action stratégique, recherche, changement climatique, économie circulaire et ressources pour le bâtiment au CSTB. Audrey Valin, sociologue du cabinet ACT. Alexandre Florentin, conseiller de Paris, président de la mission Paris à 50 degrés. Et enfin, Laurent Rosset, directeur général adjoint associé AIA Life Designer et CEO AIA Réa, administrateur du plan bâtiment durable. Merci à tous les 4 d'être avec moi ce matin donc pour parler de ce sujet ô combien important. Nous ne sommes plus face à une simple adaptation technique, je le disais, comme évoqué, mais à un changement de paradigme complet. Et du coup, la première question, forcément, je vais me tourner vers vous tous, c'est aussi d'avoir votre vision donc de ce changement de paradigme. Quelle est votre vision? Quelle prise en compte aujourd'hui sur le sujet? Finalement, quelles sont les bonnes questions aussi à se poser pour agir? Et pour commencer, peut-être avec vous, Alexandra. Aujourd'hui, on peut dire que notre parc français, il est quand même ultra vulnérable. C'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de comprendre. Quel est l'état aujourd'hui de notre vulnérabilité, de notre parc aujourd'hui, et puis essayer de le projeter de demain. Est-ce que vous vous souvenez de la température qu'il faisait dans votre logement l'été dernier? Est-ce que vous vous souvenez le maximum? Est-ce que vous vous souvenez de la température en 2003? Et puis, est-ce que vous vous souvenez de votre ressenti? Il y a la question, évidemment, de la connaissance du parc, qui est le ressenti individuel. Et ça, rien ne pourra le changer. C'est vraiment quelque chose d'une notion très particulière et très individuelle. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on connaît du parc de manière extrêmement massive? On l'a vu dans le projet d'avant, on est en capacité de faire aujourd'hui des simulations thermiques détaillées pour un projet. Qu'est-ce que ça dit de la totalité du parc français? Donc, il y a aujourd'hui vraiment cette construction de la connaissance. Alors, le CSTB, dans les derniers mois, a construit un outil et un petit indice qui s'appelle l'ISB, qui est l'indice de surface chauve des bâtiments, que vous allez pouvoir trouver associé à la BDNB, et qui est là pour vous donner un indice pédagogique sur quelle est la qualité de votre logement face aux vagues de chaleur. C'est des choses qui ont été construites sur la base de la BDNB, donc la base de données nationale des bâtiments, avec des simulations thermiques dynamiques. On a fait un échantillonnage de 300 000 logements. Et puis après, on a fait des métamodèles et on a déployé ça sur la totalité du parc résidentiel. Donc il y a vraiment cette question déjà de connaître la vulnérabilité du bâtiment, plus son exposition. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on ressent en termes d'ambiance intérieure? Mais ça, évidemment, ça ne parle que du bâtiment encore. Ça ne parle pas encore de l'humain qui habite les bâtiments. Et ça sera le deuxième chantier. Alors, on va en parler, bien sûr. Alors, Laurent, évidemment, il y a aussi un problème quand même en France, c'est qu'on n'a pas du tout cette culture de l'adaptation, finalement, au changement climatique, alors que, par exemple, sur le sismique, on l'a eu. Mais pour ça, il a fallu des gros tremblements de terre. On va peut-être éviter d'avoir trop de canicules pour avancer. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt développé depuis une quinzaine d'années
une culture de l'atténuation. Hein. C'est venu avec les RT pour diminuer nos consommations énergétiques. Puis après, on a mis la RE 2020. Dieu soit loué, elle s'applique maintenant à tous les bâtiments tertiaires, ça c'est récent, dont les hôpitaux, par exemple, qui sont très énergivores et très consommateurs. Donc on a développé beaucoup dans l'architecture, dans l'ingénierie, cette propension à diminuer nos impacts, je dirais, globaux. On réfléchit même au plan bâtiment durable aujourd'hui, sur, vous savez, CAP 2030. Donc c'est toujours cette même logique, comment atténuer nos impacts. On regarde comment prélever moins de ressources, envoyer moins de déchets et consommer moins d'eau. Donc là, on est en France, je dirais, on est champion du monde. Hein. Si vous regardez les pays en Europe, même leader dans l'éco-construction, en termes de structuration réglementaire, on est champion du monde. Par contre, sur l'adaptation, c'est assez récent, c'est plus compliqué. Alors c'est une image, moi j'aime bien dire qu'on travaille beaucoup avec je dirais le cerveau gauche pour atténuer, hein, vous voyez un peu la métrique, les mathématiques, c'est une théorie, bon, cerveau gauche, cerveau droit, et là il faut travailler un peu notre cerveau droit, même si aujourd'hui cette théorie elle est contestée, mais c'est une image. Le cerveau droit, c'est celui de l'adaptation, ça va être cette capacité, comme disait Alexandra, à la fois ressentir le danger qui peut arriver, et on voit que les aléas montent, le temps, c'est une sorte de distorsion, on a des aléas de plus en plus forts qui nous arrivent, et c'est cette capacité à penser de façon systémique, multi-échelle, multi-métier, pour trouver des solutions justes. Et il n'y a pas... Déjà, chaque projet se fait au GPS près, et chaque projet devra être conçu avec cette approche multimétier. Je fais souvent, justement, par rapport à ce que tu disais, le rapprochement avec la construction parasismique. En France, le dernier décès lié à un séisme, c'est 1900. Et puis après, si vous voulez trouver beaucoup de personnes qui ont été affectées dans leur vie suite à un séisme, il faut remonter au XIVe siècle. Tous les ans, en France, on a des décès liés au climat. Moi, je milite pour qu'aujourd'hui, on passe, et c'est justement cette culture qu'on a pu avoir sur le parasismique, qu'on fasse une conception paraclimatique. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît plus logique de construire des bâtiments en mode atténuation, on amortit leur carbone sur 50 ans, mais en fait, personne n'a vraiment regardé s'ils ne sont pas échoués climatiquement, voire sur des risques systémiques, d'ici moins de 10 ans, vous voyez. Et cette culture-là, voilà, faut partager, faut échanger, faut venir à Energy Meeting, faut parler de ça pour essayer de progresser. Justement, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais c'est vrai que le point important que j'ai envie de retenir aussi, c'est la seule certitude aujourd'hui, ce qu'on disait quand on a préparé cette table ronde, c'est qu'on ne sait plus exactement comment ça va se passer. Et alors du coup, je me tourne vers vous aussi, Monsieur Florentin. Du côté de la ville, on est face à un risque de crise climatique important. Comment on appréhende ce sujet-là ? Très mal, hein. Puisque, pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, on a déjà des actifs qui sont déjà échoués alors qu'ils sont en train d'être construits. Dans la ville de Paris, on est en train de construire une énorme serre à tomates qu'on appelle la tour Triangle. Je suis désolé, mais c'est le pire design qu'on puisse imaginer par rapport à ce dont il est question. Donc pour remettre quelques chiffres quand même, pour donner des perspectives, la canicule de 2003, c'est 15 000 morts et 23 milliards de pertes de PIB sur un seul événement. C'était seulement une chance sur 400 d'avoir ce type d'événement en 2003. En 2014, donc je donne ce chiffre-là parce que maintenant je vais vous parler en mandature municipale. Donc en 2014, il y a une élection municipale. Madame Hidalgo est élue maire à Paris. On a une chance sur 100 d'avoir une canicule de type 2003. À la fin du mandat pour lequel vous allez voter, là, donc en 2032, ce sera une chance sur 10 d'avoir 2003 ou pire. Climatiquement, c'est déjà possible d'avoir du 45 degrés à Paris. On peut déjà le vivre, même si on habite sous les toits, d'ores et déjà. Oui, non, là je parle de température annoncée à la météo, à l'ombre, dans un parc. Hein. Donc évidemment qu'on a déjà connu des températures bien pires que ça. Donc ça a été démontré en long, en large et en travers par la mission transpartisane Paris à 50 degrés, c'est qu'on ne pourra pas s'adapter à n'importe quoi et on ne pourra pas tout adapter. Vous l'avez dit, donc je vais rebondir là-dessus. On aurait dû faire l'atténuation à partir des années 70.
On aurait dû commencer l'adaptation à partir des années 2000. Et donc maintenant s'ouvre aussi une troisième type de politique climatique, c'est la gestion de crise. Et j'insiste là-dessus parce que vous allez, en tant que secteur, passer de l'atténuation à l'adaptation. Ça va vous prendre du temps, c'est normal. Il y aura des erreurs, etc., etc. N'oubliez pas le chiffre que je viens de vous dire, qui est qu'il va falloir faire le maximum avec l'existant. On n'aura pas le temps de tout reconstruire, on n'aura pas le temps de tout faire, etc. Je ne sais pas quoi. Par exemple, ici, c'est un exemple, je termine là-dessus. Ce carrousel du Louvre est un excellent refuge climatique. Il y fait frais une bonne partie de l'année. C'est rafraîchi avec les calories de l'eau de la Seine. Bon, entrée du Louvre, 17 balles. Voilà, donc il faut se poser la question de comment est-ce qu'on rend cet espace accessible pour autre chose que des événements professionnels quand il va y avoir la canicule. Ça va être faire avec ce qu'on a. Juste, terminons du coup cette première vision avec vous, Audrey Vallin. Donc parce que pour vous aussi, la question à se poser, c'est aussi celle de notre confort. Ben voilà, effectivement, les deux m'ont lancé. Pour ce qui est des habitants, vu que je suis sociologue, c'est plutôt ma partie, et notamment au travers des études que je peux faire sur la rénovation pour le club de l'amélioration de l'habitat, on a cette notion de confort à repenser pour savoir comment on va faire avec l'existant et effectivement l'humain par rapport au bâti. Actuellement, on est encore dans une conception du confort qui est la conception du confort moderne, la modernité. Ce confort, il est individualiste. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un enjeu d'intérêt commun, d'intérêt général, de bien commun. Ce confort moderne, il est basé sur l'abondance, ce qui crée aujourd'hui un conflit de normes avec la sobriété qu'on a bien intégrée. Aujourd'hui, tout le monde a bien intégré, la population, que c'est la sobriété. C'est ce à quoi il faut aspirer, c'est ce qu'il faut mettre en place, sauf que dans les représentations sociales, la sobriété, elle est encore associée à la précarité, à la pauvreté, voire au déclassement social, parce que le logement, et notamment le confort qu'on peut montrer dans son logement, c'est un enjeu de distinction sociale. On montre son rang social comme ça dans notre société. Donc il y a tout ça à déconstruire, et en plus, notre confort moderne, il est extrêmement normé et normatif, et de façon technique. Alors ça change, ça c'est la bonne nouvelle. On l'a vu avec la guerre en Ukraine par exemple pour la température d'hiver. La norme de température d'hiver est passée sous les 20 degrés. Donc c'est possible et on le fait. Ça tend même vers le 18. Alors pour moi maintenant la prochaine étape, ça serait de passer d'un référentiel de thermique technique à une thermique physiologique et situationnelle. De se dire en fait, plutôt que d'avoir cette norme du 19 ou du 20 degrés été comme hiver, de se dire, bon, moi, est-ce que je suis jeune, en bonne santé ? Qu'est-ce que j'ai à faire là ? Dans quelle situation je suis ? Si je suis immobile, chez moi, tranquille, je n'ai pas forcément besoin d'être rafraîchi autant que si je dois être en mouvement. De la même façon que l'hiver, de toute façon, si on est statique, on sait très bien qu'on peut mettre le chauffage à 25, à un moment, on aura froid aux pieds ou aux mains. Donc, on va plutôt chercher à physiologiquement créer le confort sur soi. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant sur cette notion de confort. C'est intéressant parce que du coup, on parle de cette notion de confort, mais surtout ce qu'on oublie, enfin on ne l'oublie pas en fait, justement on en parlait, ça a quand même des conséquences, c'est le lien avec la santé. Alexandra, c'est quand même le point essentiel aussi à voir et à comprendre. On est en train de faire une bascule, effectivement. On est en train de changer de paradigme. On parlait de confort estival, on est en train de commencer à parler de risques sanitaires. Il faut qu'on revienne aussi sur un cap. Vous l'avez sans doute déjà entendu parler, mais maintenant on va parler de la TRAC à tout moment. La TRAC, c'est la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique. C'est un cap commun qu'on se donne pour essayer d'adapter les bâtiments, les quartiers, les aménagements, etc. au même cap, et c'est 2 degrés en 2030, 2,7 en 2050 et 4 degrés à 2100. Un décret et un arrêté viennent de paraître, et cette trajectoire, elle est aussi donnée pour l'ensemble des territoires français. Là, je donne les chiffres pour l'Hexagone, mais évidemment, il y a les chiffres qui sont aussi disponibles pour les autres territoires. Ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de réfléchir de manière interdisciplinaire, bien sûr, mais aussi au travers des différentes échelles et des différents secteurs, parce que l'interdépendance des secteurs est primordiale. Et puis, je vais revenir sur le sujet, effectivement, du risque sanitaire. Il y a peut-être 2 ans maintenant, Santé publique France est venue nous voir en disant « on sait qu'on va avoir un risque sanitaire majeur dans les années à venir, de par l'évolution de la température. Chacun d'entre nous, nous passons à peu près 80% de notre temps dans les bâtiments. Donc Santé publique France, dans une démarche de plaidoyer, s'est dit, si je veux protéger la santé des Français, il faut absolument que je parle au monde du bâtiment. Parce que nous, acteurs du monde du bâtiment, nous venons garants de la santé publique.
parce que nous faisons dans nos décisions le confort et la santé de demain. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est en train de changer très profondément. Et une autre petite information, la DGS, donc la Direction Générale de la Santé, a mobilisé l'ANSES il y a déjà peut-être 1 an et demi pour créer un GT autour de la chaleur et de la santé. On a parlé de la réglementation de RE 2020, on a parlé effectivement du cadre, on a des indicateurs, on a des seuils, et même si les gens qui ont conçu des seuils sont des gens qui sont informés, qui font de la bibliographie, qui font du consensus, qui essayent de regarder quelles sont les problématiques, ce ne sont pas des épidémiologistes. Donc là, ce groupe de travail est aussi là pour re-regarder ce que l'on a fait dans le monde du bâtiment et d'essayer de nous donner des références, des directives ou des recommandations pour les prochaines réglementations pour qu'on soit plus sur la notion effectivement de confort, peut-être confort individuel, mais aussi prendre en compte cette question de risque sanitaire. Et ça va être vraiment le gros changement pour nous. Et ça peut peut-être complètement évoluer aussi les a priori ou les décisions que nous avions par rapport à certaines technologies ou certaines solutions pour se rafraîchir dans les bâtiments. Et ça, en plus, il faut sensibiliser encore plus, encore et encore, l'ensemble de la chaîne, et aussi les particuliers. Du côté des villes, vous avez, Monsieur Florentin, aussi monté un collectif, hein, c'est ça. Il y a plusieurs villes qui, quand même, s'emparent de sujets. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on intègre au niveau des collectivités, et justement avec cette notion de prendre en compte ce risque, anticiper et prévenir. Oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé sur ces 16 dernières années maintenant sur les questions climat, et c'est donc historiquement sur l'atténuation, et c'est assez notable de voir qu'en fait il y a une accélération extrêmement forte sur l'adaptation, y compris auprès des populations. Par exemple à Paris, vous avez 25% de la population qui cite l'adaptation comme, les gens disent je voudrais que les questions d'adaptation soient dans le top 3 des priorités de la prochaine mandature. C'est une première. En 2020, cette question-là, elle apparaissait même pas. Et tout simplement parce que c'est de l'ordre du vécu, du ressenti, de la souffrance, des classes de ces enfants qui ferment. Enfin, c'est extrêmement concret, alors qu'avant, l'atténuation, ça a toujours été marketé, vendu comme un sujet de c'est pour 2050, fin du siècle, les ours polaires et les gens au Bangladesh. Donc autant vous dire que ça n'a pas bougé beaucoup de gens. Là, c'est du concret, c'est ici et maintenant. Donc attention aussi à la rhétorique de 2050. Non, en fait, il y a déjà des gens qui souffrent, il y a déjà des gens qui meurent. C'est déjà une question de santé et de sécurité. Et je trouve que ça changeait énormément la donne dans la manière de parler de l'écologie, d'entrer par ces questions-là. Et donc, par exemple, on a monté un collectif du dernier étage, parce que il y en a à peu près 200 000 personnes à la louche qui habitent au dernier étage à Paris. Ils ne sont pas du tout organisés pour être un contre-pouvoir aux différents espaces normatifs, comme par exemple le ministère de la Culture avec les architectes des bâtiments de France. Alors qu'il y a des choses que vous pourriez techniquement faire au dernier étage, mais qui pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc c'est là où on fait de la politique, parce que ça veut dire qu'il faut accepter de créer du rapport de force. Là, je vous donne les architectes des bâtiments de France, il y a beaucoup de gens qui aiment bien taper dessus, mais en vrai, par exemple, on a aussi une question sur les normes incendie. Demain, si on veut tendre des voiles dans les rues à Paris, il y a une question à régler avec les pompiers. Donc c'est tout ça dont il va falloir discuter. C'est toujours la même idée aussi, d'arriver de ne pas confronter l'ensemble des problématiques, en même temps, voilà, de ne pas opposer les enjeux, quoi. À chaque fois, il faut continuer à avancer. Vous vouliez réagir Il faut les prioriser. Il faut les prioriser, oui. Je voulais réagir et revenir sur un des points. Vous aviez dit, effectivement, est-ce qu'on attend les prochaines crises ? Et il faut se rappeler ce qu'a provoqué 2003. Il y a évidemment toute la notion santé, etc. Mais 2003, c'est aussi le moment où on instaure toutes les alertes météo. Météo France a mis à partir de 2003 en place un système d'alerte. Et donc, il y a un système à partir je crois que c'est début juin ou mi-juin jusqu'à septembre. Et donc, il y a un système, ils sont coordonnés avec Santé publique France. Et c'est ça, les bulletins qu'on a à chaque fois où il y a des alertes, il y a des messages clés qui sont reliés sur les réseaux ou sur les grands médias. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, si vous voulez vous intéresser à ces sujets-là, pendant l'été, mais surtout au début de l'automne, Météo France fait son bilan, effectivement, de ce qui s'est passé pendant l'été. Santé publique France fait aussi le bilan des passages aux urgences, le passage, les appels SOS médecins, etc. Tout ça est aujourd'hui monitoré, et donc la compréhension de ce qui se passe en termes de mortalité, mais également en termes de morbidité, c'est-à-dire quelles vont être les conséquences sur un peu plus long terme
sur la santé des occupants, ça on commence à l'avoir. Et ce qu'on fera pour la suite, c'est effectivement de croiser les parcours dans les logements avec la connaissance de ce qu'on connaît des pathologies des gens. Et là, c'est les travaux croisés entre la BDNB et les travaux de l'INSERM qui disposent d'une cohorte qui s'appelle la cohorte Constance. Et ça, c'est extrêmement passionnant. Enfin, on a 200 000 personnes en France qui acceptent de donner accès à toutes leurs données de santé. À chaque fois qu'ils consultent le médecin, à chaque année, ils vont donner du sang, des urines pour qu'on connaisse leur parcours. Et on sait exactement où est-ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est énorme comme information. Des data et on est incroyables capable. qui vont permettre justement de faire avancer aussi. On espère. On l'espère. Vous vouliez réagir également? Oui. Alors, moi, je voudrais réagir. Alors, je m'inscris parfaitement dans ce qui est dit, mais je voudrais quand même envoyer un message positif à tous mes confrères et consoeurs ici présents, parce que c'est un peu angoissant tout ce qu'on se dit, alors qu'en réalité, l'adaptation, c'est un enjeu extraordinairement intéressant de richesse, d'échange et de nouveautés. C'est bien l'idée d'aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est aussi concrètement, et je vais vous convaincre en vous donnant quelques arguments. Les chiffres sont là scientifiquement établis. Quand vous investissez 1 euro sur la prévention, sur l'adaptation, globalement, vous économisez entre 8 à 10 euros en cas d'accident, quoi, hein. Donc ça, c'est le premier argument. Il y a un bénéfice immédiat à s'adapter. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant à noter, c'est que toutes les solutions qu'on peut mettre en place, il y en a plusieurs types, en fait, elles sont intéressantes en cas de crise, c'est ce qui a été dit là, mais elles sont extrêmement bénéficiantes en période normale, quand il n'y a pas de crise. Je vais vous donner 3 ou 4 exemples. Quand vous utilisez des solutions adaptatives, déjà, il faut aller les chercher dans, on va dire, 4 grandes familles. La première, qu'on ne se trompe pas, la première solution, ou les premières solutions d'adaptation, c'est l'atténuation. Parce qu'on ne s'adaptera pas, ou mal, à une France à plus 7 degrés. Les assureurs disent qu'on ne peut pas assurer une France à plus 4 degrés, alors que c'est la TRAC. Bon, la TRAC est officielle, je dis juste pour Alexandra, elle n'est juste pas encore dans les STD, vous savez, les simulations thermiques dynamiques. Ça arrive. Ça arrive, ouais. La TRAC, elle est officielle, mais on ne l'utilise pas encore pour calculer les bâtiments. Donc, vous voyez, c'est encore un petit problème. Bon, bref. Là, donc, je reviens. Donc, premier levier, on atténue. Pour cette raison-là, parce que déjà, il faut limiter, même si ça ne dépend pas que de nous. Et surtout, vous ferez le cas, vous pouvez regarder tous les bâtiments, tous les équipements tertiaires résidentiels, plus ils sont sobres, plus ils sont adaptés. Ben oui. Quand vous êtes dans un bâtiment qui est très dispendieux en énergie, en eau, en ressources, en cas de clash, il est beaucoup moins résilient que si vous avez fait l'effort avant. D'accord ? Oui. Donc ça, c'est clair. Deuxième grande famille, c'est la plus importante. Et c'est hyper intéressant parce que dans nos métiers, ça concerne vraiment les architectes. C'est les solutions fondées sur les hommes, sur les solidarités, sur les gens, sur la coopération, sur l'intelligence. En période normale, donc ça fait une ville sympa, on peut faire un design qui favorise les solidarités. Hein. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Une ville où on favorise des lieux d'échange, des lieux de partage, des lieux de coworking, etc. Ce qui est très intéressant, c'est en cas de crise, ça vous rend beaucoup plus fort. On protège beaucoup plus de gens, notamment les plus vulnérables. Parce qu'il y a un truc qui est un peu dégueulasse, c'est qu'en cas de crise, c'est les plus vulnérables qui ont le plus de problèmes. Et ce n'est pas forcément les gens qui ont le plus émis de carbone, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les solutions fondées sur l'humain sont essentielles. Après, bien sûr, il y a les solutions fondées sur la nature. Ça, tout le monde les connaît. Alors, c'est très intéressant aussi parce que ce n'est pas qu'à l'échelle du bâtiment ou de la pièce à vivre, hein. C'est multi-échelle. Il faut aller chercher la nature partout, à l'échelle de la pièce, de l'immeuble, de la parcelle, du quartier, de la ville périphérique et du grand paysage. Ça fait même travailler les architectes avec les agriculteurs, vous voyez, si on veut vraiment bien faire ça. Et puis enfin, la dernière grande famille, c'est les solutions fondées sur les ouvrages, ce qu'on va construire, le travail de l'urbaniste, de l'architecte, du paysagiste. Quand vous mêlez ces 4 solutions-là, en fait, en période normale, la ville est beaucoup plus sympa. Ben oui, une ville adaptée, elle est plus calme, elle est plus apaisante, elle est plus verdoyante, elle est plus riche d'échanges. Vous voyez, elle est plus agréable à vivre. Donc pourquoi on ne met pas autant d'énergie que j'essaye de vous transmettre ce matin pour adapter la ville? Parce qu'au final, dans la vie de tous les jours, la ville, elle est plus sympa. Ce que disait Alexandra, 3e bénéfice hyper intéressant. La ville, elle est plus santé, elle est plus vivable. Dans une ville adaptée, on a moins de pollution, on a moins d'émissions, on a moins de bruit, on a moins de stress, on a plus de convivialité, on est moins malade, psychologiquement et physiquement. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Dernier truc, dans une ville adaptée, les entreprises sont plus pérennes.
Parce que là, il y a un truc que je veux vraiment dire en soulignant 3 fois. Arrêtons de penser que l'adaptation, c'est s'adapter soi quand on est une entreprise. Vous connaissez les scopes de l'ADEME, 1, 2, 3, quand les entreprises faisaient leur bilan carbone. Elles faisaient leur campus atténuatif, elles étaient toutes contentes, oui, on est RSE, on fait... Un jour, on a regardé, nous, avec mon collègue Simon qui est dans la pièce, les émissions carbone de ce qu'on faisait, non pas de ce qu'on était, de ce qu'on faisait. 98% de nos émissions carbone étaient dues à l'intelligence ou la connerie qu'on mettait dans nos projets. Vous voyez ? Alors on s'est mis un coefficient de responsabilité. Quand on était maîtrise d'œuvre, on mettait 50-50 maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Quand on était en conception-réalisation, on prenait un tiers. Mais ça faisait 98% de nos émissions carbone. Pour l'adaptation, c'est exactement pareil. Moi, je parle des scopes OPA, hein, organisation et partenaires, OP, et A, l'adaptation. 98% de votre adaptation, elle est liée à ce que vous allez délivrer comme produits et services dans nos métiers. C'est les projets qu'on va livrer. D'accord ? Donc, quand on a compris ça, en fait, on comprend aussi que adapter ses offres, vous me comprenez, c'est aussi se rendre pérenne en tant qu'entreprise. Parce que je peux vous dire, dans 20 ans, peut-être Alexandre me contredira, c'est peut-être plus tôt. Et dans 20 ans, je suis persuadé que les entreprises comme les nôtres, par exemple une agence d'architecture, d'ingénierie, qui ne fait pas des projets adaptés, elle n'aura plus de travail. Donc adapter, ça rend pérenne. Et enfin, dernier truc, excuse-moi, Très rapidement. Je suis bavard. L'adaptation, il y a un truc aussi formidable, ça redonne de la valeur à des choses qui n'en avaient plus. Réfléchissez à ça. Il y a des choses qui vont être très utiles dans les 20, 30, 40, 50 années qui viennent, qui avaient perdu de la valeur. L'adaptation leur redonne une valeur. Ça, c'est encore mieux que de la garder, vous voyez. C'est des choses qui ont pensé que ça ne valait plus rien. Je pense à des bâtiments, vous voyez, qu'on avait délaissés, qui ont des vraies vertus pour être adaptables, etc. Donc voilà, tous ces bénéfices, c'est pas que du fric, pardon, hein, c'est extra-financier, et ça devrait nous mobiliser tous, parce que je peux vous dire, les chiffres de l'ADEME sont énormes. Hein. 10 milliards cette année de coûts liés à l'inadaptation, x 5 en 2050, x 20 en 2070, hein, le coût. On va arriver à 10% du PIB en coût de dommages alors, corporels, matériels et aussi économiques ce que je trouve, à l'inadaptation. C'est énorme. C'est énorme, mais ce que je trouve important aussi dans ce que vous dites, c'est que finalement, on va aussi vers quelque chose qui est beaucoup plus... vers un bâtiment, à une ville agile. C'est que finalement, c'est aussi des choses qu'on ne peut pas prévoir trop à l'avance, comment ça va se passer. On doit jouer sur des scénarios. Tu me relances là ou pas? Parce que attention. Non, là, je vais lancer Alexandra, parce que je vous connais, Laurent. Du coup, voilà, on a cette idée aussi, on l'a dit, donc de cette nécessité aussi d'avoir cette culture aussi de l'aléa, de la façon de faire différente aujourd'hui. Concrètement, on doit faire différemment, mais on doit penser différemment aussi. On doit penser différemment et on doit surtout commencer par se poser devant le constat. Je vous ai amené une petite publication avec le plan bâtiment durable, et donc sous l'égide aussi de Laurent. On était un petit groupe de travail, CEREMA, CSTB, OID, CEVAIA, je suis en train d'en oublier, Alliance HQE, AQC et ADEME. Et donc on a fait un guide pour essayer d'harmoniser la manière dont on allait s'intéresser au sujet de qu'est-ce que c'est une étude d'exposition, qu'est-ce que c'est une étude de vulnérabilité. Ouais. Et comment on travaille sur un plan d'adaptation. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il nous faut. C'est bien comprendre les enjeux et les projeter dans le temps, et puis faire des choix. Et évidemment, les choix, c'est vous qui allez les faire au quotidien. Il y a une dimension dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. On a parlé de la ville, on a parlé du bâtiment. Il faut absolument qu'on parle aussi des produits et matériaux et les composants. J'allais y venir. Parce qu'effectivement, mais Laurent était un petit peu long. Non, je rigole. Les industriels sont aussi concernés au premier plan par le sujet de l'adaptation. Bien sûr, en tant qu'organisme, entreprise, le fait d'être dépendant aussi de ressources, de l'énergie, etc. Ça, évidemment, pour la pérennité des entreprises, c'est à regarder. Mais c'est aussi comment on met sur le marché, comment on prescrit, comment on installe sur le territoire et comment on met en œuvre des produits dont les performances vont être pérennes dans un climat qui change. Et ça, évidemment, ça interroge aussi toute la chaîne sur quel est le bon produit au bon endroit, évidemment, en termes de prescription. Et pour le CSTB, par exemple, ça interroge aussi la manière dont on évalue ces produits-là. On a, depuis 40 ans, une soufflerie, on a des bancs d'essai à la grêle, on a évidemment des enceintes climatiques pour tester l'ensemble des produits qui vont arriver ensuite sur le marché. Et donc tout ça, évidemment qu'on a déjà pris en compte le vent, la grêle, la neige, etc. Mais tous nos protocoles de vieillissement, ils ont été pensés il y a 20 ans, 30 ans, évidemment avec des marges de sécurité. Mais donc l'arrivée de la traque, le changement climatique
évidemment que nous, ça remet sur le métier, nous fait réfléchir avec évidemment les industriels, avec les acteurs sur la manière dont on évalue, la manière dont on va prescrire, la manière dont on va choisir, et puis évidemment, ensuite, vous arriverez à la conception des ouvrages. Mais ça, vraiment, cette dimension, elle est extrêmement importante. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, et surtout, il y a une somme de travail. Enfin, imaginez le corpus sur lequel vous basez vos métiers. Entre les codes, entre les réglementations, entre les normes, entre, je ne sais pas, justement, les cahiers du CSTB, tout, etc. On parle de milliers de documents qu'il faut réviser. Ces milliers de documents, ils ont été construits sur la base du consensus. Une norme, une révision, c'est 7 ans de travail. Une réglementation, enfin la RE 2020, pour avoir travaillé sur les analyses de cycle de vie, les premières thèses, c'était 1990. Donc en fait, ce temps du consensus, le temps du travail collectif, de l'apprentissage, c'est un travail très long. Et donc évidemment, là, on arrive sur un paradoxe énorme, c'est comment on révise, comment on se donne les moyens d'anticiper effectivement le climat de demain dans un temps qui est extrêmement contraint. Je n'ai pas de solution. Et sur quelque chose en plus qui est mouvant. Vous voulez Moi, j'ai des réagir? solutions. Il y en aura, mais on sait que ça existe, mais je vais donner la parole à Audrey, allez-y. Du coup, moi, je reviens à l'aspect culturel parce que c'est ma partie et parce que de toute façon, à mon sens, la technique va nous permettre surtout de réagir dans le court terme, ce dont on a besoin tout de suite dans l'immédiat, mais sur le long terme, il y a tout cet aspect culturel qu'il faut modifier. Et effectivement, face à l'incertitude, j'entends parler d'une culture de l'aléa. Alors, j'ai fait ma thèse de sociologie sur le hasard. Et effectivement, on n'a pas une culture de l'aléa. Notre rapport social au hasard, il est de toute façon anti-hasard. On a passé toute notre énergie à construire des modèles pour se prémunir de l'incertitude, de l'imprévisible, de l'inattendu. Toutes les probabilités, c'est ça. Et finalement, comme on a ce problème en plus en France de tout opposer, notamment les sciences humaines sont opposées aux sciences techniques. Du coup, on oppose par exemple les probabilités, qui sont une science technique donc valable, aux sciences humaines, c'est-à-dire l'expérience sensible du monde des individus. Or, quand une personne avec son enfant traverse la rue, il ne fait pas des calculs statistiques pour se dire qu'il faut lui prendre la main. Donc effectivement, on a tout intérêt à dépasser ces oppositions pour travailler ensemble. Et cette culture de l'aléa, elle va passer par une acceptation du risque. On a eu une culture moderne, là encore, très arrogante, qui s'est dit qu'elle pouvait tout maîtriser, qu'elle pouvait aussi se servir dans les ressources à des fins personnelles. Bon, tout ça a fait long feu. Les enjeux environnementaux et la situation nous le montrent aujourd'hui. Maintenant, il faut jouer collectif, il faut jouer coopération. Effectivement, l'économie circulaire, c'est un bon moyen. On a fait aussi, là, avec le club de l'amélioration de l'habitat, une étude sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On voit que, et moi j'avais en charge les ménages, d'aller voir si ça pouvait fonctionner pour des équipements lourds de l'habitat. Et en fait, ils sont volontaires. Les gens, la coopération, ça leur parle bien, parce qu'on voit bien que ce modèle, en effet, il a fait long feu. Donc c'est toute cette rigidité, à mon sens, des cadres que nous avons mis en place à vouloir à ce point contraindre le hasard à nos besoins modernes, sur lesquels il va falloir s'assouplir aussi. Et c'est peut-être finalement ce qui va permettre de répondre dans l'urgence. Et ça, on n'a pas cette culture de l'interprétation des signaux faibles, par exemple, chez les individus. Ça, c'est une question d'éducation aussi, de se dire, être capable... Alors, dans certains territoires, je veux dire les territoires côtiers, les populations de marins, eux, ils savent, il y a des signaux faibles qu'ils sont capables d'interpréter. Il y a un vent, ils vont savoir que ce vent-là, il est bon, il n'est pas bon. Bon, il y a des différences selon les territoires aussi. Je ne veux pas dépasser mon temps de parole non plus. Donc. Alors, je voulais juste rebondir sur une toute petite chose. Lorsqu'on a fait tout ce qui était campagne nationale logement sur des sujets qui sont autres, sur la qualité de l'air intérieur, on regardait évidemment comment les gens ventilaient et pourquoi est-ce qu'ils ventilaient. Et il y a la dimension culturelle qui était essentielle. C'est les parents avaient ventilé les logements, les enfants ventilent les logements. Donc il y a vraiment la question de la transmission de la culture, et on reviendra sur la culture du chaud, comment on transforme évidemment une population en termes de culture, comment on apprend à se servir de nos logements dans un climat qui change. Donc un sujet éminemment culturel, un sujet éminemment politique aussi, parce qu'il va falloir faire des choix. Monsieur, forcément, je me tourne aussi vers vous, parce que vous êtes le politique autour de la table, c'est pas vous qui faites, mais voilà, il y a aussi des choix politiques et économiques à faire. Qui décide, qui fait, comment, avec quoi? Donc déjà, je voudrais vraiment insister sur le fait que j'adhère à 200% sur ce que vous avez dit, embaucher des sociologues, travailler avec des gens qui finançaient les sciences humaines et sociales. C'est sous-doté de toutes parts. La mission Paris à 50 degrés,
Elle était pionnière en 2020. C'était pas facile à l'époque d'appeler un truc à 50 degrés, mais à 95%, on a utilisé des techniques de sciences sociales pour faire ce travail-là. Parce qu'on est dans du vécu, dans de l'humain, donc dans le culturel. Qu'est-ce que je suis en train de faire là-dessus? Après, je réponds sur le politique. Sur le culturel, on est en train de lancer un mouvement citoyen pour justement créer cette culture de la chaleur. C'est en cours, mais ce travail-là, il va se faire de manière très différente avec un parti politique ou quoi que ce soit. Il faut que les gens s'entraînent avec des jeux de rôle. Il faut qu'eux-mêmes définissent les solutions qu'ils veulent mettre en place à l'intérieur, de l'intime à la géographie. Donc chez eux, l'immeuble, à l'échelle de quartier et au-delà. C'est hyper important. Et mon dernier point, c'est ne délaissez pas l'espace politique. Je suis catastrophé par le niveau de la politique là sur les élections municipales. Il n'y a pas un programme qui tient la route dans un climat qui change. C'est hallucinant. Que ce soit à Paris ou ailleurs, je n'ai pas vu un seul programme qui tienne la route. Pourquoi? Parce que l'espace politique n'est pas un espace qui crée des idées. Ils sont tous là en train de se parler entre eux dans leur grand parti pour savoir je te tiens la barbichette, qui va avoir la place. Ils ne sont pas là, comme vous, en train de prendre du temps pour se cultiver sur ce qui se passe. Ils ne sont pas toujours assez sur le terrain pour voir que telle population est déjà en souffrance, etc., etc. Et donc, il faut leur mettre la pression. L'espace politique ne réagit qu'à ça. Si vous connaissez des politiques, si vous avez des gens autour de vous qui sont en campagne ou quoi que ce soit, si vous avez des affinités politiques avec des gens, posez-leur la question de quelles sont vos réponses par rapport à un climat qui change. Il faut absolument... Si vous allez voir, là, ils vont faire du porte-à-porte, ils vont être là au marché, interrogez-les là-dessus. Merci. Non, mais l'idée, ça, on l'a bien compris. En tout cas, pour concevoir et faire autrement, il faut bien évidemment se parler, dialoguer, et que cette chaîne d'acteurs du cadre de vie, elle soit complète, en fait, pour finalement avancer, travailler sur ce sujet-là. Il faut être tous ensemble autour de la table, finalement. Oui. Alors, c'est un dernier tour de table, il vous reste 1 minute chacun. Okay. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Alexandre. C'est une question politique, une question de société. C'est vrai que cette question de l'adaptation, moi j'invite les gens de notre profession aussi à exprimer les enjeux, les vulnérabilités, à poser ce débat. Parce que si on est réaliste d'un point de vue budgétaire, il faut bien se dire aussi une chose, c'est qu'on ne pourra pas tout adapter. Comme disait Alexandre tout à l'heure, on aurait dû arrêter d'émettre en 72, quand le rapport Meadows est sorti, on aurait dû s'adapter dès 2000. On a 25 ans de retard. Là, le sujet adaptation, il est sur la table, mais on voit aussi que politiquement, il est vite effacé. Bon, bref. La priorité des priorités, toujours est-il de garder espoir qu'on peut y arriver. Ce que je veux exprimer, c'est qu'il y a des bâtiments, d'ailleurs, un peu comme en parasismique, vous voyez, de classe 4, indispensables à sauver, protéger les plus vulnérables, par exemple. Ça peut être les hôpitaux, les EHPAD, vous voyez, ça, c'est des classes 4. Comme en sismique, on fait ça. Il y a des bâtiments aussi, d'un point de vue énergétique, de classe 4, comme les centrales nucléaires. Celles-là, il faut aussi... EDF travaille ça pour adapter son parc. Et il faudra admettre qu'il y a des ouvrages qui ne sont pas de classe 4, qui sont de classe 1 ou 2, et on n'aura pas l'argent. Et ça va être une question de société. On va accepter, à un moment donné, l'évitement. Quand il y aura vraiment une crise, on aura mis en place, et là, c'est beaucoup la société qui doit parler, le politique qui doit prendre ça, on devra jouer sur les solidarités. Dernière phrase, vous voyez, pour moi, vous vous rappelez le scandale de la gare de Nantes qui a fermé parce qu'elle était trop solarisée l'été. Bon, je dis ça, c'est pas nous qui avons fait ça, mais au fond, ça a fait scandale, mais il y a des passages souterrains. On peut très bien utiliser la gare encore comme c'était avant, en passage souterrain. Il y a juste la galerie marchande, elle ne marchait pas. Ça, pour moi, c'est pas si grave. Ça fait partie du jeu. On aura, à un moment donné, c'est pas bien d'avoir livré un bâtiment qui ne fonctionne pas 5 ans après, mais on va dire, en général, c'est pas si grave. Par contre, pour moi, des écoles maternelles, j'ai regardé, en juin 2022, 2000 écoles maternelles qui ferment. Dans le lot, il y en a 10% qui étaient construites de moins de 5 ans. Là, on voit le gap qu'il y a entre nos réglementations actuelles, où on est très RE 2020, et c'est parfait, on atténue, mais il n'y a rien sur l'adaptation. Je vous promets, un permis de construire d'un projet qui est inadapté à 5 ans, il est obtenu, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun bureau de contrôle qui vérifie ça, il n'y a aucune autorité qui vérifie ça. Pire que ça, le SDIS, par exemple, regarde l'incendie de l'école, mais pas l'incendie de la forêt. Vous voyez, par exemple. J'ai terminé. Je suis désolée de vous couper un petit peu, mais c'est que vous ayez eu le temps de parler un peu tous. Votre priorité, on le dit justement, ce côté réglementaire, RE 2020, une réglementation sur la réno, une réglementation sur le neuf.
finalement, tout ça, sur la question de l'adaptation, il faut peut-être passer un petit peu au-dessus. On est obligé d'avoir tout, en fait, tout le panel. C'est-à-dire, on a besoin de gens qui font des projets démonstrateurs. Le projet qu'on a vu avant est extrêmement intéressant aussi pour ça. On a besoin de labels, on a besoin d'une offre, on a besoin de la demande. Et puis, effectivement, on a besoin aussi de normes de réglementation parce que c'est ça qui permet d'embarquer de manière extrêmement massive. Je reviens juste sur un des points, très très rapide. Il y a un autre élément qui va nous lier. C'est la question, effectivement, vous avez parlé d'ateliers à l'échelle individuelle. Il y a aussi vraiment un outil qui est extrêmement intéressant pour nous embarquer collectivement, c'est faire de la prospective. C'est d'avoir animé des ateliers de prospective pour savoir dans quoi on s'embarque, quels sont les facteurs, quels sont nos déterminants, quels sont les récits que l'on peut aussi construire pour avoir des récits positifs sur ce qui va nous arriver et d'embarquer de manière extrêmement globale. Donc ça, pensez-y, c'est vraiment un outil qui est extrêmement pertinent pour embarquer. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être, vous deux? Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, il y a des changements vraiment très très profonds, notamment économiques. Et là, ça rejoint la politique. Quel modèle économique on choisit, qui soit compatible ou non avec les enjeux environnementaux. Et c'est là où on peut innover, vous le disiez tout à l'heure, avec l'économie de proximité. Absolument, et l'innovation, ça aussi, il faut arrêter d'opposer l'innovation technique. On a une conception du progrès qui est technique, et donc la sobriété, c'est le modèle Amish, et c'est pas désirable. Non, en fait, l'innovation, elle est aussi humaine, et en effet, je le disais, avec notamment une thermique humaine, un confort physiologique, de se dire comment j'innove, moi, avec mon corps, en fait, que je connais le mieux, finalement, pour me rafraîchir, me réchauffer, en dehors des normes extrêmement techniques et rigides. Un dernier mot. 3 points. Lucidité. Je reviens sur ce qui a été dit. Les gens vont chercher des responsables, voire des coupables. Ça s'est fait en Espagne après Valence. Là, les exemples de maternelle que vous donnez, à un moment, je suis désolé, mais votre profession a une part de responsabilité dans ce qui se passe, malheureusement. Le deuxième point, c'est l'enthousiasme. On l'a dit, c'est le collectif qui fait que les gens changent collectivement, pas tellement individuellement. On a lancé un jeu de rôle là-dessus où on simule avec de la prospective, on simule un conseil municipal qui fait face à une canicule. C'est extrêmement enthousiasmant malgré le sujet parce que les gens ils sont mis dans une posture où ils peuvent prendre des décisions. Et le troisième point, je réinsiste sur ce que je disais précédemment, c'est politiser l'adaptation. Donc là, si vous avez envie de nous aider, on est en train, avec d'autres personnes, de lancer un think tank de politique publique sur l'adaptation pour essayer d'apporter des réponses aux questions qu'on vient de se poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Voilà, j'espère que... C'est vrai que le temps est court, mais on voit que cette discussion met en lumière, c'est que la ville à 50 degrés, ce n'est pas un problème technique isolé, on l'aura compris. C'est un révélateur de nos vulnérabilités collectives, de nos inégalités aussi, dans ce que je vous ai entendu, de nos difficultés à penser le long terme dans l'incertitude. Adapter les bâtiments, ce n'est pas seulement améliorer des performances, c'est protéger des corps, organiser la solidarité, accepter de prioriser et d'arbitrer. C'est aussi accepter que la norme ne suffira plus et que l'agilité, la coopération et la gouvernance deviennent des leviers essentiels. La mobilisation de tous les acteurs, on le sait, est essentielle. Cela rappelle l'importance de cette journée. Merci à vous pour cette première session de conférence. Notre vocation est de fédérer et de montrer que les solutions existent en encourageant également cette intelligence collective. Donc, je vous invite à une petite pause. On a fait beaucoup de choses là et on se retrouve à 11h45 pour la suite de nos conférences. Merci beaucoup.